Et l'espoir dans ce Mali en reconstruction, il y a les artisans aussi qui jouent leur partition. Après, les peintres qui ont déjà fait des fresques murales. C'est pour vous dire que nous accueillons notre invité de ce 13h dimanche. Il s'agit de Mamadou Menkoro Traoré. Il est le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, mais également commissaire général du Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA, qui se déroule du côté du parc des expositions de Bamako. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Tout d'abord, comment se porte l'artisanat au Mali? Et on peut dire assez bien parce que l'artisanat est divisé en 3 groupes. L'artisanat de production ou de transformation, l'artisanat de services et l'artisanat d'art. C'est l'artisanat d'art surtout lié aux touristes qui souffrent un peu. Sinon, transformation et services bougent bien. Donc si on doit faire un dénominateur commun, on dit assez bien. C'est pourquoi il y a ce salon international de l'artisanat du Mali à 10 jours d'exposition. Déjà, quel premier bilan vous tirez de ce salon en termes d'affluence et en termes financiers? Un bilan positif. Les week-ends, vous avez remarqué, il y avait beaucoup d'affluence et il y a eu des ventes dans certains domaines et la population est sortie massivement et les artisans, surtout, ils ont une salutation particulière, ils sont venus de toutes les régions du Mali et ils ont répondu favorablement. Donc le bilan est positif. Le bilan est positif, surtout qu'aujourd'hui, le marché de l'artisanat au Mali fait face à une concurrence sur le plan international. Comment vous faites pour minimiser cette concurrence sur nos produits locaux? Le premier secret, c'est de faire qualité, de produire qualité et de travailler très sérieusement au respect des engagements et de jouer beaucoup sur le prix de nos produits. C'est la seule solution. Et lors de ces SIAMA, les gens ont remarqué des meubles made in Mali, fabriqués avec des bois locaux, qui sont de très bonne qualité et qui ont une endurance inégalée. Donc, je pense qu'il reste à la population de faire le choix. Parce que beaucoup ne savent pas que comparer le bois naturel avec de l'aggloméré, l'aggloméré c'est à base de paille de riz. C'est pourquoi quand l'eau touche, ça commence à se défaire. C'est pas pour diffamer qui que ce soit, mais en réalité, le bois local est dur et c'est pour une durée indéterminée. Et c'est vrai que sur ce domaine, les consommateurs et les clients des artisans locaux ont perdu du terrain par rapport à la finition. Aujourd'hui, vous pouvez rassurer les consommateurs et les clients? Mais le vrai témoin, c'est le SIAMA 2025. Et nous sommes permanemment en formation. Actuellement, on avait des Marocains qui sont partis hier nuit tout près. Il reste 2 ou 3 personnes qui vont continuer sur Tombouctou, qui viennent nous former sur nos faiblesses. Toutes nos faiblesses constatées, généralement, nous faisons appel à qui de droit pour nous aider à former les artisans. Vous avez dit qu'au niveau de l'art, parce que les touristes vont beaucoup plus vers ce secteur, comment faire pour relancer ce secteur aujourd'hui? Oui, même ces secteurs aussi, ceux qui ont les moyens de voyager arrivent à écouler. Du fait qu'il n'y a pas assez de touristes, donc ces produits souffrent. Mais en réalité, la solution est entre nos mains. Si les Maliens achètent nos produits, je pense que le problème sera réglé. Pour que ces métiers ne meurent pas, il va falloir que nous-mêmes nous retournons vers nos sources et regarder nos produits et aimons nos produits et encourager nos artisans. Un moment, le gouvernement avait pris des mesures à ce niveau. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Ces décrets, oui, le gouvernement a pris en 2018 un décret 20-18-0473 portant sur l'orientation de la commande publique vers les PME et la production nationale. Et certes, il y a eu des faiblesses, mais lors de nos recommandations de cette édition, les 2 ministres ont animé un palais, le ministre de l'entrepreneuriat national et celui en charge de l'artisanat. Ils ont dit qu'ils sont chargés, le président de la transition, Assimi Goïta, que nous le saluons de passage, donc a recommandé à ces ministres, 4 ministres, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et le ministre de l'emploi et le ministre de l'entrepreneuriat, pour qu'ils puissent prendre des dispositions nécessaires pour que la commande publique soit une réalité. Effectivement, ça passe par d'abord la formation. Le ministre l'a dit l'autre jour, nous étions très soulagés qu'ils comprennent que la qualité passe par la formation. Donc, si les artisans sont bien formés, bien équipés, rien ne nous empêche de faire la qualité. Ce qu'ils font ailleurs,
ils sont formés, ils ont l'équipement. Qu'est-ce qui nous sépare? Ils sont humains comme nous. Nous pouvons faire mieux que eux, sinon égal que eux. Donc nous demandons un peu d'appui, même si ce n'est pas individuel, que ce soit des centres mutualisés ou des ateliers mutualisés, qu'on arrive à se servir de ces équipements pour faire la finition. Le problème est réglé tout de suite. Aujourd'hui, tout le monde sait que la Confédération AES est le Mali, le Niger et le Burkina. À ce niveau, ces artisanaux, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la complémentarité surtout. Vous savez, le Burkina a une politique de consommation locale qu'ils arrivent à avancer. Nous avons un décret plus que même la convention. Malheureusement, je dirais c'est une volonté politique. Et lors de ce SIAMA, même avant le SIAMA, nous avons entendu la volonté affichée du gouvernement à donner la place à la commande publique et donner la place aux artisans pour la fabrication locale. Donc nous espérons que les trois pays ensemble, nous pouvons faire une politique commune, en tout cas avec des gens d'expérience pour vraiment que le marché de l'AES, le marché de l'espace du Sahel reste sahélien. Monsieur le Président, dernière question pour nous qui doutent encore de nos produits. Quel est ce message que vous nous lancez? Ça y est, on a l'habitude de dire que faites confiance à vos artisans, à vos productions, à notre production locale. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Parce qu'en réalité, en nous faisant confiance, en nous confiant les commandes publiques, nous allons nous équiper, nous allons nous former. En nous formant, nous formons nos ouvriers. Les ouvriers aussi forment les apprenants. Et l'argent que nous gagnons, ça ne sort pas, ça circule ici. Mais dès que vous sortez avec cet argent, vous nous affaiblissez. Donc vraiment, faites-nous confiance et nous ferons le reste. Oui, c'est vrai qu'on ne va pas vous laisser partir sans parler de l'attraction de ce Siama. C'est ce jeune qui est venu de Kadiolo avec un tracteur. Tout à fait. Il y a un jeune talentueux, Modibo Koulibaly, qui nous a beaucoup impressionnés. Il arrive à développer, en tout cas à appuyer les agriculteurs de sa localité. C'est Kassaro précisément, dans la zone de Kaye ou de Kita. Donc il a fabriqué un engin, un véhicule presque qui transporte 5 tonnes. 5 tonnes, une charge de 5 tonnes. Il a mis un tracteur dedans, il est venu jusqu'au Siama avec son véhicule. Il nous impressionne. Il suffit de l'appuyer pour la finition et un peu d'appui pour la recherche et approfondir sa recherche. Je pense que c'est des jeunes comme ces jeunes-là peuvent faire beaucoup plus pour le Mali. Comme les artisans de façon générale. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que nous étions avec Mamadou Benkoro Traoré, le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, mais également commissaire général du Salon international du Mali, Siama 2025. Au Burkina Faso, dans l'actualité étrangère, le ministre ivoirien de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur s'est rendu à Ouagadougou, organisé à la demande d'Abidjan, selon le communiqué burkinabé. La rencontre a donné lieu à des échanges qui ont été menés dans un climat de vérité et de sincérité, selon le ministre des Affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré. De son côté, Adaman Dossou a déclaré que le linge sale se lave en famille et il faut faire en sorte que les moments d'incompréhension appartiennent au passé, a-t-il précisé. En Guinée-Conakry, le procureur général de la Cour d'appel a publié un communiqué soulignant désormais que tout individu désignant les autorités du pays comme responsable des disparitions et kidnappings sera poursuivi pour diffamation et outrage. Cette décision intervient en pleine campagne électorale pour la présidentielle du 28 décembre prochain. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies, 10 Guinéens sont considérés comme victimes de disparitions forcées. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a signé un décret pour redessiner l'organisation de la primature et renforcer les moyens du Premier ministre. Pour en parler, nous sommes en direct avec Lansine qui est à Lansine. Bonjour. Bonjour Ousmane Daou. Avec ce décret, qu'est-ce qui va changer au niveau de la primature au Sénégal? Le décret prévoit un poste de directeur de cabinet adjoint, un secrétaire d'État chargé des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement. Il stipule également la mobilisation des conseillers techniques par le chef du gouvernement. Autre fait marquant du décret, c'est la mise à la disposition d'une cellule spécialement dédiée à la préparation du Conseil des ministres. La signature de ce texte donne plus de performance dans la
conduite de l'action gouvernementale. Selon les décrets, c'est aussi un acte politique qui vise à donner beaucoup plus de consistance aux prérogatives du Premier ministre Ousmane Sonko. Pourtant, cette nouvelle configuration de la primature fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la presse et sur les réseaux sociaux. D'une part, plusieurs personnes pensent que Ousmane Sonko gagne en pouvoir et en marge de manœuvre avec ce nouveau texte. De l'autre, certaines sources universitaires pensent qu'il ne s'agit là que d'une réorganisation administrative, une simple question de moyens qui n'élargit en rien les pouvoirs de la primature. De toutes les façons, Ousmane Daw, le pays de la Teranga a besoin d'une gestion concertée et paisible pour son processus de développement. On vous retrouvera à la fin de ce journal dans votre émission Rétro 7 dans un instant. En attendant, en République démocratique du Congo, 4 généraux de l'armée et de la police ont été condamnés hier à la prison ferme par la haute cour militaire. La sanction la plus lourde, à savoir 3 ans d'emprisonnement, a été prononcée contre l'ancien vice-gouverneur du Nord Kivu. Le commissaire divisionnaire de la police, Romuald Ekuka, est reconnu coupable de lâcheté et de fuite face à l'ennemi. Il est écopé de 3 ans de prison ferme alors que le ministère public avait requis la peine de mort. C'est le verdict clôturant le procès de la prise de Ngoma par les rebelles de l'AFC M23 ayant provoqué la chute de la ville. En RDC, les décisions de la haute cour militaire ne peuvent faire l'objet d'aucun appel. Et en marge des accords de paix entre la RDC et le Rwanda, des accords bilatéraux à caractère économique ont été signés. Il y a eu également un mémorandum d'entente entre la RDC et les États-Unis. Pour en parler, Mohamed Sangare est là. Mohamed, bonjour. Bonjour Ousmane Daw. C'est un texte sur la défense et la sécurité entre les deux pays. Quel est le contenu réel de ce mémorandum d'entente? Du côté américain, l'enjeu principal réside dans l'accès aux minerais critiques indispensables non seulement à l'industrie technologique, mais également à celle de la défense. Pour la République démocratique du Congo, la doctrine est aussi nette. Un accord qui sécurise les États-Unis doit impérativement sécuriser la RDC. Et c'est pourquoi d'ailleurs Kinshasa a récemment intégré des experts en sécurité aux négociations. Les États-Unis adhèrent à ces principes, mais procède avec prudence. Pour l'heure, les deux nations se sont entendues sur un mémorandum d'entente, vous l'avez dit. Ce texte est une étape préliminaire qui pourrait ouvrir la voie à un véritable accord de coopération sous réserve que le système de défense congolais s'engage dans les réformes attendues. Ce mémorandum établit des bases concrètes. Il s'agit de l'échange de renseignements et un appui à la formation. Jusqu'à présent, l'ambassade des États-Unis finançait déjà des programmes d'assistance et de formation professionnelle pour les FARDC, ainsi que des efforts pour former et équiper des centaines de policiers et construire des postes de police. L'objectif final est de renforcer la coopération en matière de sécurité, de défense et de protéger les infrastructures critiques. Il est important de noter qu'un protocole de coopération militaire avait déjà été signé en 2020, mais il n'avait pas réellement été mis en œuvre. Cette fois, l'intention est de structurer l'ensemble du partenariat autour d'un axe stratégique fort afin d'assurer un suivi concret, comme l'explique un officiel congolais. En attendant la mise en vigueur de ce mémorandum en République centrafricaine, ça se précise pour les élections générales prévues le 28 décembre prochain. 2 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour un quadruple scrutin, les régionales, les municipales, ainsi que le premier tour des législatives et de la présidentielle. L'autorité nationale des élections a tenu une conférence de presse afin de dresser un état des lieux de l'avancement des préparatifs. Elle annonce avoir déjà réceptionné l'essentiel du matériel, urnes, kits de bureaux, de vote isoloirs, encre indélébile entre autres. Le matériel sensible, notamment les bulletins de vote et les feuilles de dépouillement imprimés en Europe sont attendus dans les jours à venir. À Tunis, plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier sous le slogan « L'opposition n'est pas un crime ». Le rassemblement s'est déroulé quelques jours après l'arrestation et l'incarcération des 3 derniers opposants au régime qui étaient encore en liberté provisoire après leur condamnation en appel dans le méga procès du complot contre la sûreté de l'État.
La CAN Petit Poteau a démarré hier à Korogo. Le Mali joue aujourd'hui contre le Ghana. Et puis, la troisième journée du championnat national de football Ligue 1 s'achève cet après-midi avec l'entrée en lice de deux mastodontes, le Stade malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club de Bamako, après leur parenthèse de Coupe continentale. Voyons tout ça avec Famoro Diorté. La troisième journée de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali prend fin ce dimanche avec deux rencontres. Le Djoliba reçoit l'US Bouba au stade Mamadou Konaté à 16h. Au même moment, Afrique Football Elite AFE affronte le stade malien de Bamako au stade Wenzen Koulibaly. Hier samedi, l'AS Real a enchaîné avec une deuxième victoire. Elle s'est imposée par 2-0 face à l'US Bougouni. L'AS Bakadiane Baraouli a dominé Derby Academy par le minimum 1-0. C'est la première victoire du club de Baraouli en championnat cette saison en 3 matchs. En ouverture, vendredi, le FC Diarra a gagné 1-0 contre le FC Malikoura, son troisième succès consécutif. L'USFAS est venu à bout de Bingue FC par 2-1. L'AS Korofina et le 11 créateurs se sont neutralisés 1 but partout. Sur le continent, la deuxième édition de la CAN de Petit Poteau a commencé ce week-end à Korogo en Côte d'Ivoire. Le Mali joue cet après-midi à 17h contre le Ghana. Ensuite, le Congo sera face au Sénégal à 18h30. Hier samedi, c'est la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui ont ouvert le bal. En plus du Mali et la Côte d'Ivoire, pays hôte, 14 autres pays prennent part à la compétition. Les 16 pays sont répartis entre 4 poules de 4. La deuxième édition de la CAN de Petit Poteau, c'est du 6 au 14 décembre 2025 à Korogo, en Côte d'Ivoire. Sur un tout autre plan, la FIFA, en collaboration avec la CAF, a organisé à Rabat, au Maroc, du 2 au 5 décembre, une session de formation des formateurs. Ousmane Guindo, Issa Kolon Koulibaly, Brahima Sangara et Aminata Sogodogo figurent parmi les 20 formateurs d'entraîneurs venant de 5 pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et le Congo. Durant 4 jours, les formateurs d'entraîneurs ont bénéficié du mentorat sur les nouvelles visions de formation de jeunes entraîneurs supervisés par les experts de la FIFA. Les représentants maliens ont validé tous les modules et recevront leur attestation par courriel dans les prochains jours. Hors du continent, Kylian Mbappé se rapproche d'un exploit sous les couleurs du Real Madrid. Depuis le début de la saison 2024-2025, Mbappé a inscrit 55 buts en 55 matchs sous le maillot merengue, à seulement 4 unités du record de 59 buts établi par Cristiano Ronaldo en 2013. En club et en sélection, Kylian Mbappé totalise 62 buts, dépassant le record établi par Cristiano Ronaldo en 2014 de 61 réalisations. Pour atteindre la barre des 59 buts, il reste à Kylian Mbappé encore 4 rencontres, à commencer par ce dimanche et la réception du Celta Vigo en Liga. La Maison Blanche recevra ensuite Manchester City en Ligue des Champions, avant de finir par Alaves et le FC Séville les 14 et 20 décembre 2025. 4 occasions pour Kylian Mbappé de magnifier encore un peu plus sa superbe année 2025. Focus Santé. À la découverte de la drogue et ses effets néfastes sur la santé des consommateurs, le cannabis ou encore le tramadol sont des substances les plus utilisées au Mali et causent des troubles psychologiques et comportementaux. La situation devient de plus en plus inquiétante au dire des spécialistes, surtout le taux élevé de consommation au niveau des jeunes filles, Koumba Sissé. La consommation de la drogue prend de l'ampleur au Mali. Très généralement, les gens qui s'adonnent à la pratique évoquent diverses raisons, le plaisir, le désespoir, l'anxiété ou la curiosité. Ils pensent trouver des solutions à leurs problèmes ou les oublier en consommant la drogue. Colonel Ismaïla Magalou, médecin militaire, secrétaire permanent de la mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue. De façon générale, les drogues, on peut les classifier au jour d'aujourd'hui en 3 grandes catégories, selon leurs effets. Il peut y avoir les stimulants, il peut y avoir les dépresseurs, il peut y avoir aussi les perturbateurs, souvent qu'on peut appeler les hallucinogènes. C'est le cannabis qui est la drogue la plus consommée au Mali. Nous voyons de plus d'autres drogues synthétiques, notamment le tramadol et d'autres drogues, que ce soit du registre de l'héroïne ou de la cocaïne. Au Mali, la situation est alarmante, car en plus des adultes et des jeunes, les adolescents se sont aussi lancés dans la danse. Ce qui est encore inquiétant, c'est que le phénomène touche les jeunes filles. Au niveau de ma structure, déjà en consultation, nous voyons pas mal de jeunes. Déjà, c'est très inquiétant. Les gens aussi que nous recevons aussi dans le cadre de l'hospitalisation aussi, ces jours, j'ai plus de 50-60 patients, dont plus de 40 sont là pour être aidés, accompagnés. Et là, déjà, ce qui est inquiétant aussi, il y a des filles aussi. Auparavant, il y a 1 an, 2 ans, c'était la tranche d'âge 18 à 25 ans, mais là, on descend jusqu'à 16-17 ans. Pour que la prise en charge soit efficace, il faut que le patient accepte de se débarrasser de ces produits. Colonel Ismaïla Makalou. S'il est motivé, volontaire et déterminé, un sévrage.
Et ce sévrage peut durer quelques semaines, c'est-à-dire un exemple 10 à 15 jours, c'est-à-dire pour essayer de l'aider, pour parer aussi au manque, c'est-à-dire il y a une dépendance à la fois physique et psychique. Et c'est le temps du sévrage qui fera que nous allons accompagner ces patients, c'est-à-dire en les prescrivant des molécules pour qu'ils puissent s'apaiser, qu'ils soient moins agités, plus qu'ils dorment. En dehors de ce volet, c'est-à-dire prise en charge médicamenteuse, il y a le volet psychothérapie. Il faudrait, c'est-à-dire discuter avec ces gens, parce que tout consommateur, à 80%, il y a une souffrance en dessous. Essayer de voir un peu qu'est-ce qui l'amène à consommer. Renforcer la communication autour de la consommation de la drogue est l'une des activités principales qui contribuent à lutter efficacement contre la drogue. Attention à la drogue après ces explications. 13h26 à Dramani, région de Caille, c'est la même heure également à Kona, région de Mopti. Ce journal prend fin. Il vous a été réalisé et présenté par Ousmane Daou, mise en onde Alimata Ouattara, mise en ligne Cheikh Abdel Aziz Koulibaly, assistance Lansine Keita, que vous allez retrouver dans un instant dans la rétrospective de l'actualité dénommée Rétro 7. Bon après-midi à toutes et à tous. Et surtout, bonne semaine à venir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Je vous retrouve demain lundi à 13h et toujours avec la même passion et le même plaisir de vous servir.